Salut à tous les amis, c'est Icon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, nouveau concept où je vais aborder des légendes qui sont vraiment précises sur une ville en particulier. On va commencer par Paris, donc mesdames et messieurs, si vous n'êtes pas un habitant de la capitale, vous n'aurez après ça peut-être plus envie de venir, et pour ceux qui habitent déjà sur Paris ou en région parisienne, désolé. À Paris, on peut tomber sur toutes sortes d'animaux. Surtout dans les tréfonds de la ville, dans les égouts, on peut tomber sur des rats, sur des animaux vraiment peu reluisants. Mais en 1984, les égoutiers de la ville sont tombés sur un animal qu'ils ne pensaient, je pense, pas du tout rencontrer ici. Effectivement, dans les égouts du Pont-Neuf, les égoutiers se sont retrouvés avec un animal plutôt exotique, un crocodile. La bête ne faisait pas moins de 75 cm, donc une belle bête. Les égoutiers ont vite appelé les pompiers et sachant qu'ils n'avaient pas forcément l'habitude de traiter ce genre de situation, ils ont essayé de dégager la bête de sa tanière avec une pelle et un balai. Si vous êtes curieux, vous pouvez toujours voir où est ce crocodile. Il a été baptisé Éléonore et il a été transféré à l'aquarium de Vannes. Aujourd'hui, il mesure 3 mètres et il pèse 200 kg. Sacré bestiaux, hein. Donc si un jour vous vous aventurez dans les égouts, faites bien attention à vous. On ne sait pas du tout comment le crocodile est arrivé ici. Est-ce qu'il s'est enfui dans l'enclos? Est-ce que c'est un propriétaire mal intentionné qui l'a laissé là? Le mystère reste entier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas venu là tout seul. Ça, c'est une histoire bien sûr qui a fait l'actualité au moment des faits. Forcément, un crocodile dans les égouts à Paris, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours, je pense. En tout cas, le projet Urbex dans les égouts, fini. Est-ce que vous connaissez Twilight ou même Dracula? Eh bien, sachez qu'on a eu un cas de vampirisme dans notre chère capitale. À l'été 1948, un jeune sergent de l'armée française qui avait 25 ans au moment des faits, qui s'appelle François Bertrand, se rendait dans différents cimetières parisiens pour exhumer les cadavres de leurs tombes, c'est-à-dire il sortait les cadavres des tombes. Il se livrait à des actes plutôt barbares vis-à-vis de ces cadavres, il les mutilait, il s'adonnait à des actes de nécrophilie et de nécrosadisme. Son terrain de chasse préféré était le cimetière du Montparnasse, mais de temps en temps il se faisait un petit kiff et allait au cimetière du Père-Lachaise, donc c'est bien sûr deux grands cimetières parisiens. Il avait l'embarras du choix pour ses victimes. Au moment où tout cela se passe, personne ne sait ce qu'il se passe dans les cimetières. La presse s'est emparée de l'affaire et a donné un nom à cet individu qui semble tant insaisissable que inhumain, le vampire de Montparnasse. Il choisit ses victimes avec parcimonie. Effectivement, il va prendre des jeunes femmes qui sont décédées très récemment. Il dénudait les corps et les enquêteurs, une fois que cet homme était passé à l'acte et qu'il avait fui les lieux, et qu'il retrouvait les corps ensuite dans le cimetière, trouvaient sur les corps des victimes décédées des traces de semences supposant que ce vampire de Montparnasse violait ses victimes. On revient donc sur l'aspect nécrophile de la chose. Les enquêteurs pensent qu'ils ont à une entité ou à un homme totalement enragé car ces victimes sont souvent retrouvées démembrées. Et les membres sont souvent retrouvés éparpillés dans le cimetière où s'est passé les méfaits. Voulant à tout prix arrêter ce vampire du Montparnasse, les autorités décident de prendre une solution radicale. Effectivement, ils décident de mettre en place une sorte de piège, une machine infernale, proche du mur d'enceinte du cimetière de Montparnasse, là où il y a souvent des traces de boue, des traces de pas, où apparemment l'homme passe régulièrement pour infiltrer le cimetière. Les autorités déposent donc un fil déclencheur qui est censé activer la machine infernale au passage du vampire du Montparnasse. Et c'est dans la nuit du 15 au 16 mars 1849 que la machine va être déclenchée. Le sergent Bertrand, le vampire du Montparnasse, ne vous fait pas attention à la machine et du coup se fait piéger. Il est gravement blessé et se rend donc à un hôpital militaire pour se faire soigner. Il va avouer ses crimes au médecin qui l'a guéri, le docteur Marchal de Calvi. Évidemment, le docteur fait part des aveux du sergent Bertrand aux autorités qui le mettent aux arrêts. Il n'est condamné qu'à 1 an d'emprisonnement pour violation de sépulture. Le viol n'est pas retenu parce que les victimes étant décédées, elles n'ont pas pu présenter de traces de non-consentement. Oui, c'est quelque chose de plutôt fou. Après ces 1 an de peine, le sergent Bertrand réintègre l'armée et il semble se tenir tranquille. Il décide de s'exiler au Havre où il va vivre principalement de petits boulots. Ça va être facteur, gardien de phare, voilà, ce genre de choses. Cependant, même si ce n'est pas avéré, certains historiens semblent lui attribuer déjà quelques méfaits qui ressemblent à ceux qu'il avait déjà commis par le passé. Effectivement, au Havre, au cimetière, on a eu d'autres violations de sépultures, mais aucune preuve n'a permis de relier ces événements-là au sergent Bertrand, le vampire du Montparnasse. Il y a bien longtemps, en 1387, le tout Paris se rue dans une rue, la rue des Marmoussets, qui est actuellement la rue Chanoinesse. Les clergés, les nobles, les bourgeois, tout le monde se précipite dans cette rue parce que c'est un peu la rue où il faut se faire voir. Il y a un commerce dans cette rue qui est réputé pour proposer les meilleurs pâtés de Paris. Le roi lui-même de l'époque serait un fervent amateur des pâtés que propose ce commerce. Dans la même rue à côté de ce commerce, beaucoup d'étudiants en loge pour étudier dans les célèbres universités parisiennes telles que la Sorbonne. Entre ce commerce de pâtés
Et les logements étudiants, il y a un barbier où les étudiants se rendent régulièrement pour se rafraîchir un petit peu la barbe. C'est un lieu très prisé par les étudiants. D'ailleurs, de temps en temps, un étudiant disparaît dans ce quartier. Les rumeurs vont bon train et vont tendance à dire que l'étudiant est retourné dans son pays ou a quitté la ville. Que ce soit pour diverses raisons, notamment après avoir été victime de truands ou de bandits, ce qui était très courant à l'époque. Un jour, un étudiant de nationalité allemande disparaît et c'est son chien qui va mettre la puce à l'oreille au voisinage concernant ce qui a pu se passer. Le chien en fait hurlait à la mort son maître devant la boutique de pâté réputée. Au bout d'un moment, le voisinage se disait que quelque chose se tramait et ils ont percé un grand mystère plutôt glauque. Préparez-vous bien, le barbier, de temps à autre, égorgeait un des étudiants qui venaient le voir pour se faire rafraîchir la barbe et il basculait ensuite le cadavre de sa victime dans une cave qui était en connexion avec la boutique de pâté. Son complice, celui qui tenait la boutique de pâté, concoctait ses mets les plus appréciés avec justement les cadavres du barbier. Vous l'avez compris, la chair humaine était vraiment une part essentielle dans la recette des pâtés qui étaient réclamés par tout le monde. Une enquête a été ouverte et les autorités ont effectivement découvert dans la cave du pâtissier des morceaux de corps humain et des outils qui permettaient de les démembrer. Bon appétit bien sûr. Les deux complices furent arrêtés et furent brûlés. Et comme la coutume de l'époque le présageait, les maisons où se sont produites ces atrocités ont été rasées. Aujourd'hui, l'emplacement est occupé par les policiers motocyclistes de l'île de la Cité. Il n'y a qu'un seul vestige de ces faits. Apparemment, la police autorise la visite. Enfin, c'est une pierre au fond du garage de la police qui serait apparemment un vestige du fameux billot de découpe du pâtissier. Cette légende a tellement marqué les esprits que les parents, pour faire peur à leurs enfants, disaient qu'en fait ce pâtissier fou était le père Fouettard. Cette histoire est assez connue, elle a d'ailleurs fait l'objet de pièces de théâtre, peut-être même de films. En tout cas, c'est sûrement une des légendes les plus connues de Paris. Non loin de l'Opéra de Paris, un gigantesque incendie a eu lieu au conservatoire, rue Le Pelletier. Dans la bâtisse, uniquement 2 personnes étaient présentes, un jeune pianiste et sa fiancée. La fiancée est malheureusement décédée par les flammes et le jeune pianiste en est resté défiguré. Bien sûr, d'une énorme tristesse, il pleurait sa fiancée et il se serait réfugié dans les galeries souterraines de l'Opéra de Paris, qui était encore à l'époque en construction. C'est donc dans ces galeries que le jeune pianiste défiguré, qui s'appelle Ernest, a séjourné jusqu'à la fin de ses jours et y est mort. Il a travaillé jusqu'à la fin de sa vie sur un hymne à l'amour et à la mort qu'il voulait initialement jouer pour son mariage. On n'a jamais retrouvé son corps, mais des théories vont dans le sens qu'en fait on aurait trouvé son corps mais qu'on l'aurait confondu avec le corps d'autres personnes qui auraient pu décéder aux alentours. Cette histoire va inspirer un auteur qui va en faire un livre qui s'appelle Le fantôme de l'opéra. On raconte que sous l'édifice on pourrait trouver un lac qui est alimenté par un grand réservoir d'eau et que le pianiste qui était si amoureux de sa belle et qui était si désemparé, il aurait totalement perdu la raison et qu'il mangerait et se laverait dans ce lac. Il se nourrirait apparemment des poissons laissés par les machinistes dans l'eau. Donc si un jour vous allez à l'Opéra de Paris, ouvrez bien l'œil. Enfin, nous allons nous attaquer à un monument très connu de Paris, le Louvre. Le Louvre serait hanté par une entité qui ne veut pas du bien aux visiteurs. Une entité qui s'appellerait Belphégor. Je dis qu'elle ne veut pas du bien à ses victimes pour la raison suivante. Elle glisserait en fait dans la tête de ses victimes des idées d'invention plutôt ingénieuses qui devraient leur apporter énormément d'argent. Une fois qu'ils auraient accumulé cet argent, ils sombreraient dans la folie. Mais là vous allez me dire, mais qu'est-ce que cette entité ferait au Louvre? Il semblerait que cette entité ait décidé de prendre possession d'une momie présente au Louvre, et que de temps à autre elle sèmerait la terreur dans les galeries du musée. On parle de meurtres étranges, de vitres brisées, d'objets dérobés, à chaque fois des choses plutôt inexplicables pour des rationnels. Si vous vous aventurez au Louvre et que vous pensez croiser cette entité, sachez qu'elle porte une longue robe noire et un masque de cuir. Conseil d'amis, ne croisez pas le regard de cette personne si vous pensez l'apercevoir. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était des légendes que je ne connaissais pas du tout. Je connaissais en fait certaines légendes que de nom, notamment le fantôme de l'opéra qui, forcément à Paris, il y a eu pas mal de spectacles au théâtre sur ce thème-là. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous connaissez déjà ces légendes. Moi, c'est quelque chose que j'ai adoré lire parce que vivant à Paris, je trouve ça vraiment super intéressant. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Nous, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Salut!